Bonjour, dans l'ancienne vidéo, nous avons traité la mémoire SGA et les composants dedans. Maintenant, dans cette vidéo, on va voir les processus d'arrière-plan autour d'Oracle. En fait, nous avons deux types, les processus utilisateurs ou les processus liés au système d'exploitation et les processus qui sont liés au système gestion de base de données Oracle. Dans les processus Oracle, on trouve trois types, les processus d'arrière-plan, les processus serveurs ou autres processus qui sont liés au noyau d'Oracle. Alors, parmi les processus qui sont les plus utilisés, nous avons un processus nommé système moniteur. C'est un processus très utilisé au niveau d'Oracle et précisément dans l'instance. Euh, il peut intervenir dans deux cas, dans le cas normal, c'est-à-dire le fonctionnement normal de la base de données, soit dans un arrêt brutal de la base de données, c'est-à-dire dans le cas où il y en a un problème dans la base de données. Dans le cas où il y en a un problème dans la base de données, Ismo il peut lire les informations contenues dans le segment INDO, c'est-à-dire les informations qui est en attente de validation, qui ne sont pas encore validées, donc par la suite les annule parce qu'ils ne sont pas validés par l'utilisateur. Et donc il va exécuter automatiquement rollback. Euh, il peut récupérer les, dans les fichiers Redolog les enregistrements qui sont validés, mais pas encore écrits dans les fichiers de données. Et donc il va insérer euh, c'est-à-dire les enregistrements validés dans les fichiers de données, parce qu'ils sont déjà validés par l'utilisateur. Ils se trouvent dans le fichier de journalisation, c'est-à-dire ils sont historisés dans les fichiers Redolog. Et puis, libère toutes les ressources de la base de données. Donc, il commence à nouveau parce que la base de données est déjà arrêtée brutalement. Et donc, quand la base de données revient, donc, il va libérer toutes les ressources qui sont en cours et qui peut-être créent des problèmes dans la base de données. Donc il va tout simplement libérer toutes les mémoires inutiles. Dans le cas normal, ESMO surveille l'activité de la base de données. Ça veut dire que il permet de contrôler toute activité qui se trouve dans la base de données, libère toutes les ressources aussi, les segments temporaires, les annulations qui sont, euh, qui ne sont pas validées, etc. Donc à chaque moment, donc, il intervient pour libérer les ressources. Euh, Peut-être appelé par un autre processus. Parfois, donc, un processus appelle ESMO pour intervenir dans un travail quelconque. Alors, le processus ESMO, en général, il corrige les plantages de l'instance s'il y a des problèmes, dans le cas où il y a un arrêt brutal de la base de données, et donc il intervient pour corriger toute anomalie qui se trouve dans le système et vérifier la synchronisation des données, ainsi de suite. Alors, il permet de rejouer les transactions qui sont déjà, qui se trouvent dans les fichiers Redolog, c'est-à-dire fichiers de journalisation. Il valide les transactions qui sont validées par l'utilisateur, donc dans les fichiers de données, et annule les transactions non validées. Donc, les transactions qui ne sont pas validées, elles seront annulées, bien sûr. Et il libère toutes les ressources de la base de données. D'une manière générale, ça, ce sont les fonctionnalités de ESMO. Maintenant, le paiement. Le paiement, c'est un processus d'Oracle aussi. Et, et, il permet donc d'intervenir dans le cas de problème, dans le cas d'échec d'un processus utilisateur. Euh, et il permet donc d'annuler les transactions d'un utilisateur. Un utilisateur
a lancé une requête, il n'est pas validé, il sera annulé par la suite par paiement parce que l'utilisateur n'est pas envoyé la requête commit pour valider la transaction. Paiement nettoie le cache de tampon de la base de données et libère les zones mémoire allouées, annule les ressources affectées au tweet de la transaction. C'est une transaction d'un utilisateur et, n'est pas, effectuée, dans ce cas, sera libéré, c'est-à-dire annulé, et puis il libère sa zone mémoire. Paiement aussi permet d'analyser, détecter le processus utilisateur qui se trouve en arrière-plan, parce que nous avons plusieurs processus utilisateurs qui travaillent en arrière, et donc paiement responsable de détection de ces processus. Alors d'une manière générale, paiement il permet de récupérer les validations et annuler les transactions et nettoyer le cache tampon et puis libère les zones mémoire. Ce sont en fait les quatre fonctionnalités principales. Nous avons un autre processus, ce qu'on appelle database writer. C'est un processus important aussi qui est lié aux données, l'écriture des données dans les fichiers de données. Ça veut dire il est responsable de récupérer soit les données à partir de la base de données vers la mémoire database buffer, sinon il fait l'inverse, c'est-à-dire à partir de database buffer et on voit les données pour le stockage dans les fichiers de données. Alors, database writer, c'est pas un seul processus, ce sont un ensemble de processus qui sont numérotés par un numéro, 0, 1, 2, etc. Et peut-être par des caractères A, B, C, ainsi de suite. Donc l'essentiel, c'est que ce processus va être démarré dans le cas où on atteint un certain limite, donc un certain limite de mémoire, et va intervenir pour envoyer les données vers les fichiers de données. Lorsqu'un processus sera à la recherche de blocs libres dans la base database buffer, donc il va chercher ces blocs-là afin de les donner au processus, c'est-à-dire attribuer au processus pour un stockage bien déterminé dans la mémoire. Et lorsque nous avons un timing, donc un nombre de secondes, qu'on arrive à un nombre de secondes, automatiquement, Database Writer va être déclenché pour envoyer les données vers la base de données, précisément vers le fichier de données. Maintenant, nous avons un autre processus de journalisation, LG Writer, Log Writer. C'est un processus lié au fichier de journalisation, c'est-à-dire c'est à partir de la mémoire readlog qui se trouve dans IGA. Il va récupérer les données de journalisation de l'historique et par la suite les envoyer vers les fichiers de readlog, c'est les fichiers de journalisation. Donc, les fichiers de journalisation sont liés à la mémoire readlog, c'est-à-dire liés à l'historique qui se trouve dans la mémoire IGA. Alors, ce processus va être déclenché dans le cas où il y en a une transaction committée, c'est une validation. Après validation, automatiquement, l'historique sera envoyé vers readlog. Et readlog aussi va être déclenché dans le cas où il y en a 1 sur 3, un tiers de la mémoire est plein. Dans ce cas, l'historique va être envoyé vers les fichiers de données, vers les fichiers de journalisation. Et quand il y en a 1 méga d'informations, de log, 1 méga de l'historique, quand on arrive à 1 méga, dans ce cas, on envoie ces données vers des fichiers readlog. Et dans le cas où database buffer n'écrive le contenu,
écrit le contenu de la base de données de database buffer cache, c'est-à-dire la mémoire database dans les fichiers de données ou les fichiers qui se trouvent dans les disques durs. Dans ce cas, automatiquement, LGWR va être déclenché pour envoyer l'historique parce que nous avons un enregistrement. Nous avons un autre processus checkpoint. Ce processus il intervient dans le cas où on met des synchronisations, c'est-à-dire quand on a un enregistrement dans la base de données où nous avons un enregistrement de l'historique, c'est-à-dire readlog. Dans ce cas, on met des checkpoints pour faire une synchronisation avec les fichiers de contrôle. Et donc, quand on aura une synchronisation, donc on aura un numéro, un point de reprise, un numéro SCN, il va être mis dans le fichier de contrôle et dans les entêtes du fichier de données. Ça veut dire, pour dire qu'on a bien terminé cette partie, on commence une autre partie. C'est-à-dire on a bien enregistré les données dans les fichiers de données. Maintenant, on est dans ce point de reprise. Et donc, on peut revenir à un point de reprise, c'est-à-dire un point bien déterminé, qui sont déjà numérotés. Dans le cas où on a une restauration, donc on peut revenir restauration numérotée. Par exemple, supposons que nous avons numéro 1, 2, 3, 4, 5, etc. On peut revenir à un numéro bien spécifique pour revenir au fichier de données qui se trouve dans un point de synchronisation. Et donc, le processus checkpoint, c'est lui qui va faire ce checkpoint, ce numéro. À chaque fois qu'on a un enregistrement, à chaque fois qu'on a une sauvegarde envoyée ou effectuée par un utilisateur ou par un administrateur, automatiquement on met un checkpoint dans le fichier de données. Et donc checkpoint lié avec LGWR, il est aussi avec Database Writer, c'est-à-dire le processus DBW. Dans le cas où on a d'enregistrement dans le fichier de log ou des fichiers de données, donc on aura automatiquement un checkpoint qui va être démarré pour faire un checkpoint, un numéro de checkpoint. Alors pour voir la liste ou le dernier checkpoint dans la base de données, donc nous avons la table système ou la vie système database qu'on peut voir le SCN courant, numéro courant, ou checkpoint, le numéro checkpoint qui va être bien sûr changé à chaque fois, chaque opération doit être changée. Donc je peux consulter le checkpoint actuel. En utilisant select, la requête select checkpoint change dièse virgule current SCN, numéro de synchronisation SCN from view database. Alors nous avons numéro SCN actuel, c'est celui-là, donc 676, et checkpoint, vous avez ici le numéro de checkpoint. Alors quand j'exécute une autre fois, on a un autre numéro parce qu'on a du mouvement dans la base de données. Par contre, le checkpoint va être resté tel qu'il est parce qu'il n'y a pas de changement au niveau de checkpoint. On n'a pas fait un enregistrement, une sauvegarde vers la base de données, donc il n'y a pas de changement. Donc on a toujours le même checkpoint. Bien, alors on revient pour lister l'ensemble des processus Oracle. Alors nous avons la vue de vue en fait, BG
process, le processus d'arrière-plan, background, BG, et le processus utilisateur, simple. Et donc, on fait tout simplement une jointure entre les deux tables pour récupérer l'ensemble des processus. Sinon, les autres processus d'arrière-plan qui se trouvent, donc vous pouvez les afficher en utilisant background process, même table ici, avec condition 0,0, ça veut dire pour voir les autres qui sont déterminés par, qui sont définis par la valeur 0,0. 0,0 indique que on a on a des processus arrière-plan utilisateurs ou les autres processus qui ne sont pas définis par, euh, par l'administrateur et qui sont définis par Oracle, c'est-à-dire Oracle euh, qui va gérer ces processus-là. Donc on va voir la liste des processus en exécutant ces deux requêtes et puis on va détailler un petit peu, on va faire un résumé sur les mémoires et les processus, tout en utilisant un exemple. Alors pour voir la liste des processus d'arrière-plan Oracle, alors nous avons deux tables. Donc en utilisant les champs PID, virgule name, qui se trouve dans BG process, et description, si vous voulez, description qui se trouve aussi dans BG, c'est-à-dire BG process, background process, et nous avons programme, paramètre programme, from, la vue BG process, et la vue ou tab process. Bien sûr, avec conditions de jointure telles que bg process point p adresse, la clé primaire qui se trouve dans bg process est égale à la clé étrangère qui se trouve dans process point p point adresse. Bon, j'exécute la requête. P, donc c'est une vue, pardon. Ici, c'est la vue. Process. Vue BG process. La clé PADDR comme clé étrangère dans ADDR, dans process. Il y a ADDR dans process. Process, PG process, programme, description, name, PID. Voilà donc la liste des processus d'arrière-plan Oracle. Paiement, vous voyez, donc autres qui sont liés à Oracle, qui sont exécutés dans Oracle. On peut même afficher les autres processus d'arrière-plan en utilisant select étoile l'ensemble des processus d'arrière-plan VBG process where P point défini par la valeur 0, 0. BG, pardon, BG ou directement ADDR
P, ADDR. Voilà. Alors, ça ce sont en fait l'ensemble des autres processus d'arrière-plan. Vous pouvez bien sûr les voir les paramètres correspondants. Bien, maintenant on va voir un résumé de tout ce que nous avons vu dans l'instance en communication avec la base de données dans ce schéma. Le schéma global de la base de données où l'instance sont définies dans des tranches telles que nous avons convoyé dans ce schéma. Nous avons l'utilisateur, la partie utilisateur, et la partie qui concerne la mémoire, la partie physique et la partie logique dans le cas dans lequel nous avons euh, les, euh, les, les tables space et tout ça. Et nous avons le processus qu'on voyait. Quand un utilisateur se connecte, on tape son login et son mot de passe, et puis le nom de la base de données, un fichier tennisname.oracle sera consulté pour voir en fait, l'adresse IP du serveur et le port utilisé. Et donc, on récupère le port pour communiquer avec ce qu'on appelle un listener, qui va écouter toutes les requêtes envoyées par les utilisateurs. Alors, vous voyez donc un serveur processus qui va être démarré, qui sera lié à l'utilisateur. Quand l'utilisateur lance une requête, par exemple update, il sera passé vers le processus serveur. Et puis le processus serveur donc, et envoie une requête d'acceptation de l'utilisateur. Et puis cette requête update va être envoyée vers SGA, la mémoire SGA, précisément dans shared pool et précisément dans le librairie cache. Et donc le processus DBW va récupérer les données à modifier et va les mettre dans le database buffer cache comme image avant. L'image avant sera stockée dans Indo et après exécution de update, donc on aura image après l'exécution. Et puis le update va être mis dans le log, dans le fichier de journalisation bien sûr. Et donc le fichier de journalisation va stocker aussi la validation commit. Et bien sûr, donc un processus LGWR va être démarré pour stocker, journaliser cette opération. Et l'image avant va être écrasée parce que déjà, on a validé les données. Quand, par exemple, un log file ou readlog file est plein, automatiquement, un processus arrière-plan, ce qu'on appelle ARC, va être démarré et créer un autre fichier automatiquement pour stocker la journalisation parce qu'il n'y a pas de moyen pour journaliser. Et donc, un, numéro de fichier qui va être ajouté et un autre processus qu'on appelle checkpoints qui sera démarré aussi pour mettre à jour les synchronisations SCN qu'on a expliqué. Et donc, ce numéro va être envoyé vers le fichier de contrôle et aussi dans les en-têtes du fichier de données. Automatiquement, il démarre un database writer, un processus database writer pour envoyer les données vers la base de données. Donc, ce qui fait, ce database writer va responsable de l'envoi des données de database buffer cache de la mémoire vers les fichiers de données. Et donc, l'opération est terminée. Voilà donc, dans cette architecture, nous avons la partie utilisateur, la partie mémoire et la partie physique, ainsi la partie logique, qui va être gérée par les table space. Donc, on aura une vidéo sur les table space, comment gérer les table space et comment organiser
les données dans des tablespaces par la suite.